Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé Gérer les normes, la santé et la sécurité du travail en temps de pandémie. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Florine Guignot. Bonjour Florine. Bonjour Julie, bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir, évidemment, malgré le contexte un peu difficile actuellement. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de vous accompagner et de faire face à toutes les mesures sanitaires nouvellement émises par le gouvernement dans vos restaurants. Donc, pour commencer, évidemment, quelques mots sur nous, les formatrices qui allons être là tout au long de ce webinaire. Donc, Florine Guignot, qui est consultante en tourisme et expérience employée, et moi-même, donc Julie Varzignac, professeure à l'ITHQ et consultante également, comme Florine, en expérience employée. Donc, le déroulement de ce webinaire, quelques petites consignes. Posez vos questions en direct s'il y a quoi que ce soit, par exemple, même au niveau de la technique, etc. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Vous avez le petit pictogramme qui doit apparaître dans votre interface. Vous pouvez poser donc vos questions directement. Il se peut qu'on vous mentionne, si vous avez une question plus par rapport à du contenu sur le webinaire, il se peut qu'on mentionne que vous allez recevoir l'information durant le webinaire. J'imagine qu'on va répondre à quand même pas mal de questions tout au long de ce webinaire. Et puis, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on prévoit une période de questions à la fin, donc on pourra répondre plus précisément à certaines questions. Il va y avoir aussi des tests sur vos connaissances. Donc, vous allez voir apparaître une diapositive qui s'appellera Quiz, le sondage qui va aussi apparaître sur votre ordinateur. Et puis, on va un petit peu vous tester, vous questionner par rapport à différents aspects aujourd'hui sur le contenu. Et puis, évidemment, on vous donnera les réponses en temps direct par rapport donc à ces questions. Consultez le document PDF. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, ne vous inquiétez pas. Ce document va se retrouver sur le site de l'ITHQ, entre autres dans la section là où vous vous êtes inscrit pour les webinaires. Et puis, vous allez voir, dans la présentation, on a mis beaucoup de liens cliquables, que ce soit au niveau de texte ou de contenu image. Vous allez pouvoir cliquer et puis ça vous emmènera directement sur les documents. Et puis, écoutez, à partir de maintenant, Florine et moi, on va éteindre nos caméras. Pas qu'on ne veut pas que vous nous voyez pendant le webinaire, loin de là. On va les rallumer par la suite. C'est simplement, évidemment, pour des questions de logistique et afin aussi d'optimiser la performance de ce webinaire. Donc, écoutez, on éteint et puis le contenu va démarrer. Merci à tous, à toutes d'être présentes aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite un bon webinaire. Donc, une mise en contexte par rapport à ce webinaire. Donc, c'est le deuxième d'une série de 7. Donc, l'association Restauration Québec, la RQ, que vous connaissez tous fortement, j'imagine, en collaboration avec le Centre d'expertise de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc l'ITHQ, ont lancé cette thématique, 7 webinaires. Vous allez pouvoir retrouver à partir de ces webinaires des choses sur la comptabilité, plus d'un point de vue RH comme le nôtre, sur l'expérience client, etc. Il faut aussi dire que la réalisation de ces webinaires n'aurait pu être possible sans le soutien financier du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le MTESS. Et puis, au niveau donc, du contexte, on le sait, les restaurants donc, ont réouvert pour la plupart depuis lundi dernier, donc le 15 juin. Lorsqu'on parle de restaurants, de réouverture de restaurants, évidemment, ce sont tous des établissements qui ont un permis de restauration MAPAC. Et puis, exception pour les villes de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, la MRC de Joliette et la ville de l'Épiphanie. Quant à elles, réouvriront leur restaurant à partir donc, de lundi, le 22 juin. Donc, on peut dire que d'ici lundi, enfin, tous les restaurants seront réouverts à travers tout le Québec.
Donc évidemment, on ne peut pas parler de réouverture sans parler des mesures sanitaires. Et, nous sommes là aujourd'hui, nous, pour évoquer tout ça avec vous. Donc il faut savoir que le gouvernement a émis un guide, le guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la restauration, et que ce guide, en fait, il relève vraiment de la CNESST, donc de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Et puis, il y a des directives aussi, des directives de l'Institut national de santé publique du Québec, donc l'INSPQ. On va beaucoup parler donc aujourd'hui de la CNESST et de l'INSPQ. Et puis, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec qui rassemble aussi sur son site, vous pourrez aller voir toutes les mesures communes et spécifiques donc, au secteur du tourisme, mais également donc, au secteur de la restauration. Et puis, dernièrement, depuis hier, afin de simplifier la vie des gestionnaires de restaurants, l'ARQ a mis à disposition un guide rassemblant les directives de la CNESST et de la santé publique. Donc, je vous incite fortement à aller le consulter, de le télécharger. C'est vraiment un guide qui est très bien fait, qui rassemble vraiment toutes les mesures dont vous aurez besoin, vous, en tant que restaurateur ou gérant d'établissement ou manager, peu importe, pour en tout cas veiller à ce que les mesures soient en tout cas mises en application et au sein de votre établissement. Ce qu'il faut dire sur ces mesures, c'est qu'elles sont exigées, évidemment, par la santé publique et la CNESST pour donc permettre la réouverture des restaurants. Il a été aussi annoncé que 1 000 d'agents de prévention du gouvernement et quelques 450 inspecteurs de la CNESST auront pour mandat de s'assurer du respect des directives et donc d'aider et aussi de vous aider, les restaurateurs, à mettre en place les mesures requises. Donc, on insiste bien aujourd'hui, c'est vraiment de votre devoir de mettre en place ces mesures dans vos établissements. Sachez évidemment que beaucoup d'entre nous, dont des associations sectorielles, ne sont pas forcément en accord avec ces mesures et qu'elles travaillent très dur pour essayer de les faire changer. Et puis, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. Évidemment, c'est une expression, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre aussi peut-être encore à des changements et puis à des ajustements d'ici les prochaines semaines et les prochains mois. Au niveau du contenu donc de ce webinaire aujourd'hui, on va passer à travers quelques aspects légaux, donc notamment en lien avec les droits et les obligations de l'employeur, mais aussi donc les droits et les obligations du travailleur. Nous allons parler donc évidemment des mesures sanitaires. Et puis, Florine et moi, on a créé un petit scénario idéal du parcours d'un serveur. Donc, on verra ça à la fin, vraiment le scénario idéal qu'un serveur devrait mettre en place lorsqu'il prend sa fonction au sein de l'établissement. Période de questions, comme j'en ai déjà parlé. Et puis, évidemment, on conclura brièvement en synthétisant quelques points à travers cette présentation. 2 objectifs aujourd'hui, vraiment, c'est de vous apporter les connaissances nécessaires par rapport à toutes ces nouveautés, à toutes ces mesures, et puis évidemment que vous soyez à l'aise à la fin de pouvoir les appliquer et les mettre en place dans votre établissement. Donc, je laisse la parole à Florine qui, elle, va vous parler plus précisément des droits et obligations de l'employeur, mais aussi de l'employé. Oui, merci Julie. Alors, on va maintenant passer en revue certains aspects des normes du travail, car comme vous le savez tous, avec la crise sanitaire, différentes situations entre les employés et leurs patrons ont pu se présenter. Et puis, donc, il est important de rappeler ce que prévoit la loi et les normes du travail pour s'adapter au mieux à cette situation, puis aux défis qui sont posés par la Covid-19 afin d'être le moins déstabilisé possible. Donc, si on commence avec les obligations de l'employeur, évidemment, un patron a plusieurs obligations vis-à-vis de ses employés. Donc, la loi sur la santé et la sécurité du travail, donc, qui est décrite par la CNESST à l'article 51, prévoit tout d'abord que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. La deuxième chose qu'on retrouve donc dans la LSST, donc à l'article 51, c'est qu'un employeur doit identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. Donc c'est sûr que nous, là, pendant le contexte de la Covid-19, le risque principal auquel on fait face, c'est donc ce fameux virus.
qui, comme vous le savez, se transmet d'une personne à l'autre par un contact, que ce soit avec des gouttelettes, ça peut être transmis par les mains, via une surface ou un objet également. Donc, évidemment, un employeur ne peut pas éliminer totalement le risque de contamination dans son restaurant, mais il doit vraiment viser à les diminuer et à les contrôler au mieux. Donc, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est de vérifier si vos mesures de prévention habituelles sont adaptées. Parce qu'en tant qu'entreprise, vous avez déjà des normes de sécurité et de santé qui sont prévues dans votre entreprise. Donc, c'est sûr que face à ce contexte particulier, il va vraiment falloir vérifier l'adaptabilité de vos mesures face à la COVID-19. Évidemment, il va falloir les modifier et les adapter parce que c'est un scénario qui est un peu inédit. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'adapter toutes nos mesures de sécurité dans notre restaurant. Ensuite, c'est d'identifier les tâches où le travailleur peut être exposé au virus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire l'exercice dans votre restaurant de comprendre toutes les tâches où est-ce qu'il y a vraiment des contacts entre soit les employés, avec les clients, avec les fournisseurs, vraiment avec toutes les personnes qui vont mettre les pieds finalement dans l'établissement pour pouvoir ensuite poser les mesures appropriées par rapport à ça. Et puis, le dernier point qui est bien important, c'est d'informer des mesures de prévention mises en œuvre. Donc, c'est sûr que là, nous, on parle beaucoup des employés, donc il faut vraiment informer vos employés sur tout le plan sanitaire que vous développez pour votre restaurant. Mais on en parlera un petit peu plus tard de la communication, mais c'est sûr qu'il va falloir informer également toutes les autres personnes impliquées, donc vos clients, vos fournisseurs, sous-traitants, des mesures que vous avez posées finalement dans votre restaurant. Ensuite, si on continue avec les obligations de l'employeur, toujours dans ce fameux article 51, on retrouve que l'employeur doit informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriée. Donc, ce que ça signifie, premièrement, c'est de communiquer avant le retour au travail. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avez beaucoup d'employés qui sont restés à la maison, qui vont reprendre le travail. Donc, ça va vraiment être de commencer à communiquer avec eux avant leur retour. Ça peut être votre moyen de communication habituel. Vous pouvez utiliser des messages textes, des réunions Zoom, des courriels. Il y a certaines entreprises aussi qui utilisent Facebook, qui ont créé des groupes privés sur Facebook pour communiquer avec leurs employés. En tout cas, le mot d'ordre, c'est vraiment d'informer, de communiquer avant leur retour. La deuxième chose, c'est de désigner des responsables et des référents Covid-19. Vous l'avez peut-être entendu, il est vraiment conseillé d'avoir une équipe finalement responsable dans votre entreprise. Selon la taille de votre restaurant, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, mais ce sont vraiment des personnes qui vont avoir une connaissance un peu plus approfondie de toutes les mesures sanitaires et qui vont vraiment être là en référence aux autres employés en cas de nécessité. Par exemple, si vous avez un cas qui se déclare dans votre restaurant, ce sera la personne à aller voir pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires pour régler ce cas. Ensuite, on informe évidemment des risques sur le lieu de travail. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça passe beaucoup par de l'affichage sur votre lieu de travail. Donc, on informe de tous les risques auxquels vos employés vos employés sont exposés en travaillant. Et puis, évidemment, former les employés aux mesures sanitaires. Donc, toutes ces mesures sanitaires que vous allez développer dans votre plan sanitaire de votre restaurant, il faut évidemment former vos employés à ces mesures. Donc, on va leur apprendre à comment bien désaffecter, à comment se comporter avec la clientèle, mais aussi entre eux. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles on ne peut pas échapper, on va dire. Enfin, pour terminer sur les obligations de l'employeur, toujours encore dans l'article 51, il est indiqué que l'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs tous les moyens et équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui a été identifié comme étant nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs sur le lieu de travail. Donc évidemment, dans notre contexte de Covid-19, vous les connaissez sans doute déjà bien, les équipements que vous allez devoir fournir à vos employés. Donc le gel hydroalcoolique qu'il faudra fournir à différents endroits stratégiques.
les équipements de protection individuelle, donc le masque et les lunettes ou la visière de protection, lorsque la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée. Les gants jetables dans certains cas uniquement, simplement j'insiste vraiment sur le fait que le port des gants n'est pas recommandé dans le cas de la restauration. Donc le port des gants peut vraiment juste simplement être indiqué, par exemple lorsque on va sortir les vidanges, des choses comme ça, mais on ne sert pas les clients avec des gants, on ne cuisine pas avec des gants. C'est vraiment une mesure, un matériel qu'on n'utilisera pas. Et puis enfin, les barrières de protection. Donc là, on va revenir un petit peu plus tard. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on reviendra un peu plus tard sur toute la réglementation par rapport aux équipements de protection individuelle. Donc, vous aurez un petit peu plus de détails par la suite. Évidemment, un employeur a beaucoup d'obligations vis-à-vis de ses employés, mais il a aussi le fameux droit de gérance que vous connaissez sûrement, qu'on appelle aussi le droit de direction. Donc, c'est vraiment un droit qui stipule que l'employeur doit mettre en place des mécanismes lui permettant de contrôler et de surveiller le comportement et le rendement de ses employés. Donc, ce que ça signifie finalement, c'est qu'un employeur peut prendre toutes les décisions qu'il juge appropriées pour la bonne marche de son entreprise. Évidemment, ces décisions-là doivent être prises dans la mesure où il ne va pas nuire à ses employés. Donc si je vous donne un exemple, ce qui pourrait rentrer dans le droit de gérance, ça va être par exemple de l'établissement des horaires de travail, le fait d'estimer que dans votre entreprise, vous voulez qu'il y ait des uniformes de travail. Tout ça, ça va rentrer dans le droit de gérance. Là, on a voulu vraiment le rappeler au niveau du contexte de la Covid-19 parce que au niveau du retour au travail des employés, votre droit de gérance va vraiment être quelque chose qui peut entrer en considération dès l'instant que des employés vont être rappelés au travail. C'est votre droit de gérance qui fait que vos employés vont devoir revenir. Vous avez un contrat de travail qui vous lie à vos employés. Dès l'instant qu'ils vont être rappelés, ils vont devoir revenir travailler. Donc voilà un petit peu pour le droit de gérance. Ici, on vous a remis l'article 51 donc de la LSST. On s'excuse un peu, là je vois que l'image elle est un peu floue. En tout cas, si vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir directement sur le site du Québec avec vraiment tous les détails de la loi. Donc vous avez vraiment les détails à cet endroit. Donc, nous allons poursuivre avec les droits et les obligations des travailleurs, qui sont aussi importants dans ce contexte. Donc, commençons par les obligations de l'employé. On est toujours dans la loi sur la santé et la sécurité du travail, à l'article 49 cette fois-ci, qui nous stipule donc que l'employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Il doit également veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail, donc de ses collègues par exemple, et puis participer à l'identification et à l'élimination des risques. Donc, ce que ça signifie dans notre contexte de Covid-19, premièrement, c'est que les travailleurs doivent appliquer et respecter les mesures demandées par l'employeur. Donc ça, c'est vraiment très, très important à souligner parce qu'évidemment, un patron va faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la bonne santé de ses employés. Il faut évidemment que ceux-ci se plient et respectent les mesures qui sont imposées par l'employeur. Donc ça, c'est vraiment une obligation de l'employé. Donc par exemple, porter les équipements de protection, ça va rentrer dans l'obligation de l'employé. Ça signifie également donc que les employés doivent faire part des risques ou des suggestions à son supérieur ou au responsable Covid-19. Donc là, de quoi on parle, c'est, imaginons que vous avez créé tout votre plan sanitaire pour votre restaurant, les zones à désinfecter, etc. Et puis finalement, il y a un employé en cuisine qui s'aperçoit qu'on n'avait pas mentionné qu'il fallait nettoyer les portes de frigo, parce que c'est quand même des surfaces qui sont touchées très très fréquemment en cuisine. Là, l'employé qui va constater ça a vraiment le devoir de l'indiquer, donc soit à son patron ou à son supérieur, donc pour montrer qu'en fait, il a vraiment identifié un risque et qu'il faut intervenir par rapport à ça. Et puis, la dernière chose, donc, c'est évidemment de protéger ses collègues. Dans ce contexte, protéger ses collègues de la Covid-19, ça veut dire également de respecter les mesures sanitaires. On en revient encore à la distanciation sociale, on en revient aux équipements de protection individuelle. Donc,
c'est sûr que par rapport à toutes ces mesures, il y a vraiment une obligation qui est très forte de l'employé de s'y conformer. Ensuite, passons au droit de l'employé. On en a quand même beaucoup entendu parler du droit de refus de travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup parce qu'avec la peur du retour au travail, etc., il y a souvent ce droit a été invoqué par des employés afin de ne pas retourner au travail. Donc c'est l'article 12 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui exprime ce droit. Donc un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Donc, c'est sûr que c'est une loi qu'il faut un peu démystifier. Donc, pour exercer le droit de refus de travailler, l'employé doit avoir des motifs raisonnables. Ce qu'on appelle des motifs raisonnables, ce sont vraiment des réels motifs, c'est quelque chose qui n'est pas subjectif. Donc, un employé ne peut pas arriver vers son patron en lui disant « Bon, bah, moi, je ne veux pas revenir travailler parce que je pense que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, il n'y a pas assez de nettoyage. » Il faut vraiment que ce soit quelque chose de concret. Et puis, la deuxième chose qui est quand même importante à souligner dans la loi, c'est que c'est une notion de danger. Donc, le danger, c'est vraiment quelque chose qui renvoie à une menace réelle et directe, alors qu'un risque, c'est plutôt quelque chose qui est éventuel, une possibilité. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un employé qui refuse de venir au travail simplement parce qu'il a peur du virus et qu'il a peur d'être infecté. Après, dans certaines conditions, c'est sûr que l'INSPQ, par exemple, a identifié quelques maladies qui exposent en fait les personnes qui sont porteuses de ces maladies au virus de façon plus grave. À ce moment-là, ces personnes-là pourraient éventuellement invoquer le droit de refus de travailler parce qu'il y a vraiment cette notion de danger qui est un peu plus concrète. Mais encore là, c'est quelque chose qui, si vous voulez, un employé ne peut pas invoquer son droit de refus de travailler à tout bout de champ sans raison valable, quoi. Donc, on vous a remis ici le formulaire spécifique au droit de refus qui a été proposé par l'Alliance touristique. C'est simplement des documents en fait, qui sont fournis pour vous aider. Vous avez vraiment beaucoup de ressources sur divers sites internet. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir ce formulaire. Et puis simplement pour vous préciser que dans le cas du droit de refus à travailler, il y a une entente qui doit être tenue entre l'employeur et puis l'employé. Si jamais aucune entente ne peut être trouvée entre les deux parties, un inspecteur de la CNESST peut intervenir pour justement trancher par rapport à ça. Donc, je vais repasser la parole à Julie qui va vous questionner un petit peu avec des questions quiz pour voir un petit peu vos connaissances par rapport aux droits et aux obligations des employés. Donc, première question. Donc, à chaque fois que vous verrez apparaître cette image, on rentre dans un quiz. Le sondage va apparaître en ligne. Donc, normalement, d'ici quelques instants, vous devriez avoir apparaître voilà, la question. Et donc, vous pouvez cliquer et puis on verra la réponse. Donc, un employé a des réticences à revenir au travail. Selon vous, l'employeur peut-il exiger son retour ? Donc, il a des réticences. Est-ce que vous pouvez exiger un retour de cet employé? On vous laisse quelques secondes. Donc, la plupart d'entre vous ont la bonne réponse. Effectivement, la réponse est donc oui. Premièrement, il faut se dire que c'est le... Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Effectivement, il faut se dire que, il faut dire à votre employé que dans tous les cas, le gouvernement a autorisé la réouverture et que vous, dans tous les cas, vous avez pris les mesures sanitaires et sécuritaires nécessaires à votre restaurant. Donc, de lui dire ça, déjà, c'est peut-être quelque chose qui l'aidera et puis qui lui fera comprendre certaines choses. Comme le disait Florine, vous avez un droit de gérance donc en tant qu'employeur et puis donc vous avez le droit d'exiger que votre employé revienne donc travailler.
Et puis évidemment, c'est sûr qu'il faut justifier et communiquer donc, auprès de vos employés toutes les mesures qui sont mises en place dans votre établissement. Tout ça va vraiment prouver la santé et la sécurité sur les lieux pour votre employé et puis pourra peut-être aussi atténuer toute son anxiété. Donc on passe à la question numéro 2. Donc, un employé refuse de porter ses équipements de protection individuelle, on les appelle aussi donc les EPI. Donc, un employé refuse de porter ses EPI lorsque requis, donc vous lui avez demandé de le faire. Quelles devraient être la ou les réactions de l'employeur? C'est une question à choix multiples. On vous laisse quelques instants aussi pour répondre à ça. Donc, la plupart d'entre vous ont répondu qu'il lui rappelle qu'il a l'obligation de protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celle de ses collègues, ce qui est évidemment vrai. Et puis, il lui interdit de venir travailler, ce qui est évidemment vrai aussi. Donc, comme le disait Florine, un employé a l'obligation de protéger sa santé et sa sécurité au travail. Donc, il a des réelles obligations. Et cela signifie dans ce contexte qu'il doit donc respecter les règles. Les mesures prises exigées par la CNESST aussi, vous pouvez insister que c'est des mesures qui sont donc prises par le gouvernement, donc il n'y a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'on est obligé de se plier donc à ces mesures gouvernementales. Et puis aussi, en tant que donc, employeur, vous pouvez exiger votre droit de gérance. Donc, troisième question qui va s'afficher à l'écran. Un employé annonce qu'il doit s'absenter pour s'occuper de ses enfants. À quoi peut-il prétendre? Donc, vous avez un employé qui vous annonce qu'il doit s'absenter pour s'occuper de ses enfants. Surtout dans ce contexte actuel où on le sait qu'il y a pas mal de garderies qui sont peut-être encore fermées ou que certaines personnes ne décident pas forcément de mettre leur enfant dans ces garderies. Ah oui, Julie, pardon, je pense qu'on n'a pas la bonne question qui est affichée à l'écran. Ah, excusez-moi. Alors, c'est les problèmes du direct. On va refaire. Désolée pour ça. Ok, c'est bon. Bon, alors du coup, c'était un employé annonce... Est-ce que c'est celle-ci, Florine? Un employé annonce qu'il doit s'absenter pour s'occuper de ses enfants. À quoi peut-il prétendre? Donc, il a le droit à 10 jours de congé par an pour vaquer à ses obligations parentales. Il peut s'absenter autant que nécessaire. Il peut exiger d'avoir un aménagement d'horaire ou toute autre mesure d'accommodement. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question et excusez-nous pour le petit bug qui s'est produit. Donc, on va partager les résultats du sondage. Donc, la plupart d'entre vous ont répondu qu'il avait le droit à 10 jours de congé et d'autres ont répondu une autre réponse qui en fait est fausse. On va vous expliquer pourquoi. Donc, en vertu de la loi sur les normes du travail, le travailleur peut bénéficier de 10 jours. Donc ça, vous le savez, c'est des 10 jours de congé par année, de maladie,
ou pour vaquer à ses obligations parentales. Donc, dans tous les cas, vous devez lui rémunérer 2 jours sur ces 10 jours. Et donc, les raisons invoquées, par exemple, pour la garde d'enfants, il faut que ce soit quand même des raisons valables, qui soient par rapport à la santé, à l'éducation de l'enfant, ou par exemple la santé d'un parent ou d'une personne pour laquelle, par exemple, le salarié serait responsable ou un proche aidant. Les personnes salariées doivent aviser l'employeur le plus tôt possible de prendre ses moyens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande quand même à l'employé. Et puis l'employeur, vous pouvez demander, vous, à la personne salariée, un document attestant les raisons de l'absence, notamment par rapport à la durée de l'absence. Donc ça, c'est important de le savoir. La réponse, il peut exiger d'avoir un aménagement d'horaire ou une mesure d'accommodement. Ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi ? Au Québec, par rapport, en fait, contrairement à la loi canadienne, au Québec, contrairement à la loi canadienne donc sur les droits de la personne, on n'a pas le devoir d'accommodement qui découle d'une situation familiale des employés. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation d'accommodement en matière de conciliation travail-famille au Québec, beaucoup d'employeurs, évidemment, le font, sont très ouverts et compréhensifs. Et il faudrait sûrement l'être aussi d'ici les prochains mois. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas forcément une obligation et ce n'est pas forcément un accommodement. Mais évidemment, on demande à toutes les personnes, notamment dans ce genre de crise qui est quand même assez particulière et qui met à épreuve beaucoup de personnes dans leur vie personnelle, de faire preuve un petit peu de compréhension et puis de pouvoir essayer d'arranger au maximum des horaires, par exemple, avec ses employés. Et donc, dernière petite question pour clôturer cette partie sur les aspects légaux. Un employé refuse de venir travailler car il touche donc la fameuse PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, tout le monde la connaît. Donc, il refuse de venir travailler parce qu'il gagne plus que s'il revenait travailler. A-t-il le droit de ne pas revenir au travail, selon vous ? Donc, la plupart d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. La réponse est évidemment non. Ce n'est pas un motif pour revenir travailler. Donc, la PCU n'est pas un motif de refus de retour au travail. Et puis, il faut aussi stipuler que c'est une situation qui serait frauduleuse si la personne donc, ne reprend pas son travail alors qu'elle le peut, alors que vous lui avez demandé et que vous l'avez rappelé donc, à revenir à l'établissement. Donc voilà, j'espère que c'est des choses qui ont un petit peu répondu à vos interrogations. Dans tous les cas, il y aura une période de questions à la fin et puis on pourra revenir sur certaines choses. Entrons maintenant dans le vif du sujet des mesures donc, sanitaires et sécuritaires. Donc, comme on l'a dit précédemment, ces mesures qui sont émises par l'INSPQ, LAC-NE-SST, vont vraiment parler de certaines choses, des choses qui vont être peut-être un peu redondantes pour vous. On s'excuse d'avance, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut qu'on continue de répéter, notamment l'exclusion des employés symptomatiques du lieu de travail, l'étiquette respiratoire, tout ce qui va être l'hygiène des mains, la distanciation physique, le nettoyage et l'entretien, on regardera, il y a des procédures à savoir et à connaître, les communications et l'affichage sur le lieu de travail. On regardera aussi à la table du client les choses qui doivent être faites et pas. Il y aura une partie aussi de tout ce qui concerne la vente à emporter qui commence aussi à connaître beaucoup de succès aussi au Québec depuis cette crise. Et puis, le processus de paiement, on regardera les mesures qui sont émises par rapport à ça. Avant de commencer cette partie, on a une petite question pour vous. C'est simplement pour vous sonder un peu et savoir où vous en êtes rendu, vous, dans votre établissement aujourd'hui. Donc, quels sont les éléments qui sont déjà mis en place dans votre restaurant aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez établi un plan sanitaire déjà? Est-ce que vous avez révisé les contrats, les clauses?
Est-ce que vous avez désigné un responsable Covid? Ça peut être un employé, un manager, etc. Est-ce que tous les risques de transmission dans votre restaurant ont été identifiés? Est-ce que vous avez fait signer des engagements à se conformer au plan sanitaire, donc par vos employés par exemple, ou est-ce que vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, il y a aussi cette possibilité de répondre. On vous laisse quelques instants pour cocher tous les critères, les caractéristiques auxquelles vous avez déjà prétendu. Donc, je vois que la plupart d'entre vous ont déjà quand même rédigé un plan sanitaire. Tous les risques possibles de transmission aussi. On va partager les résultats. Je vous laisse peut-être encore quelques secondes. Donc, on peut regarder les résultats ensemble. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà établi un plan sanitaire, ce qui est génial. Contrat et clause révisée un peu. Une personne, une équipe a été désignée responsable Covid, oui, quand même, à presque 60%, ce qui est bon. Vous avez établi les risques. Et puis, les engagements, écoutez, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Puis, au moins, vous allez pouvoir regarder ce qu'il en est auprès des engagements pour vos employés ou vos fournisseurs. Donc, avant toute chose, c'est sûr qu'il va falloir identifier les risques de transmission, donc dans les espaces communs, dans les cuisines, les vestiaires, tout ce qui est aussi le matériel partagé, les surfaces fréquemment touchées. Il faut identifier les risques de transmission. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable et que vous devez faire bien avant même la réouverture de votre établissement. Établir un plan sanitaire en fonction des risques identifiés. Il serait important que chaque restaurant ait vraiment assez fin un plan sanitaire en fonction des risques identifiés. Ça va permettre d'éviter donc évidemment la propagation du virus si vous établissez ce plan sanitaire. Il va falloir penser aussi à réviser les différents contrats, les différentes clauses qui sont avec vos prestataires de services, vos fournisseurs. Par exemple, en cas de force majeure, vous avez un fournisseur qui ne peut pas livrer par rapport à la Covid. Est-ce que vous avez regardé, est-ce qu'ils ont changé des choses, des clauses dans leur contrat? On vous suggère aussi de prévoir différents scénarios liés à la gestion du personnel. Donc, analyser vraiment les disponibilités des employés, s'assurer que vos employés sont aussi flexibles dans leurs tâches et dans les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de travailler. Il faut aussi prévoir des possibilités de revoir des horaires. Donc, est-ce que vous décidez ou pas de faire travailler les personnes tout le temps les mêmes équipes en même temps? Est-ce que vous décidez d'accorder moins d'heures de travail à, par exemple, quelqu'un qui doit s'occuper plus de son enfant par rapport à d'autres salariés? Ça, c'est des choses que vous devez mettre en place, penser dans votre établissement. Et puis, il faut signer les engagements à se conformer. Ça, c'est quelque chose qui peut être, qui est important à faire. Et vous avez des documents qui ont été faits de la part de l'Alliance touristique qui sont relativement bien faits. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver à un de ces documents. Mais sachez qu'il y a des engagements à se conformer. Et puis ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de vous protéger. Donc, votre employé rentre en service pour la première fois. Faites-lui signer un engagement à se conformer. Listez toutes les choses qui sont à faire dans le restaurant, qui doivent être faites. Allez voir, il y a des exemples. Mais au moins, ça va permettre, vous, en tant qu'employeur aussi, de vous protéger. Et puis, si un employé décidait à vous dire que, par exemple, vous avez finalement, que lui pense que vous n'avez pas pris telle ou telle mesure, au moins vous aurez une preuve comme quoi tout ça a été fait. Vous pouvez le faire aussi avec vos fournisseurs. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien fait. Allez voir sur le site de l'Alliance notamment, vous allez retrouver tous ces formulaires. Vous n'avez plus qu'à les imprimer, à les remplir par rapport à votre établissement et puis à les faire signer. Désigner une équipe en cas de gestion d'urgence, ça c'est une étape qui est hyper importante aussi pour votre restaurant. Cette équipe, elle va vraiment assumer différentes responsabilités. Par exemple, il y a un cas de Covid qui se déclare sur les lieux, que ce soit un employé, un client.
Vous devez aussi parler aux employés des mises à jour, des informations du gouvernement. On l'a dit tout à l'heure, il va y en avoir des mises à jour, c'est sûr, c'est inévitable. Et ça, il faut que cette communication soit passée à tout votre personnel. Donc, il faut, pourquoi pas, désigner des personnes qui assurent ça. Ces personnes aussi de gestion de cas d'urgence, elles pourraient être aussi là pour vraiment veiller à respecter, que les employés respectent les normes sanitaires, etc. Donc, peu importe que vous soyez une petite structure ou une plus grosse structure, vous pouvez désigner 1 ou 2 personnes ou 10 personnes, mais c'est important qu'en tout cas, vous ayez des personnes d'identifier. Et puis, tout ça, ça permettra aux employés aussi qu'ils aient un référent. Et s'ils ont la moindre question liée à la Covid-19, qu'ils puissent se référer à cette personne. Donc, on va parler là d'exclusion des employés symptomatiques. Donc, évidemment, en cas de symptômes, dans tous les cas, n'hésitez pas à appeler le numéro qu'on vous a remis sur cette présentation pour vraiment obtenir des indications à suivre. En cas de symptômes, vos employés doivent être avertis qu'ils ne doivent pas se présenter au travail. Donc, avant d'entrer sur le lieu du travail, l'employé doit le savoir. Vous devez passer cette information, en tout cas, à votre employé. La première journée de retour au travail, vous pourriez lui soumettre quelques questions afin d'identifier s'il a des symptômes potentiels. Donc ça, c'est fortement suggéré de le faire. Les journées suivantes, simplement lui dire qu'il doit s'assurer d'aviser si sa situation évolue. Il fera lui-même une auto-évaluation. Et puis évidemment, si vous lui posez des questions à cette personne en lien avec sa santé, veillez à assurer la confidentialité, la protection des informations personnelles. Ça, c'est aussi important. Il faut en parler de la protection des données. Les 3 questions que vous pourriez être amené à poser à votre employé, enfin les 3 questions qui doivent être posées à votre employé, c'est: est-ce qu'il a voyagé dans les dernières semaines? Est-ce qu'il croit avoir été en contact avec une personne infectée? Est-ce qu'il présente des symptômes associés à la Covid? Donc les symptômes qu'on connaît habituellement. Donc voilà les 3 questions à poser obligatoirement à votre employé. Lorsqu'une personne en poste présente des symptômes, elle doit être isolé. Donc, par exemple, vous avez un employé qui d'un coup se sent pas bien, déclare par exemple une grosse fièvre. La première chose à faire, c'est de l'isoler immédiatement et puis évidemment après de le retirer du lieu de travail. Vous avez encore une fois là une procédure d'urgence qui est mise sur le site de l'Alliance touristique. Allez regarder, vous avez plusieurs procédures d'urgence advenant la déclaration d'un cas. Donc, vous avez là, on vous a mis l'exemple pour un employé, vous avez aussi par rapport à un cas de client. Donc, tous ces documents-là, ils sont importants. Vous pouvez les imprimer, les avoir dans votre restaurant, à différents lieux stratégiques. Un cas se déclare chez un employé ou un client, au moins, vous avez toute la procédure et puis vous savez quoi faire. L'étiquette respiratoire, donc on en parle, on en reparle et je pense qu'on en parlera encore pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc évidemment, quelque chose qui doit aussi être respecté et maintenu par tout le monde dans le restaurant, se couvrir la bouche et le nez en cas d'éternuement, utiliser des mouchoirs ou son coude replié. Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après usage. Ne pas se toucher la bouche ou les yeux avec les mains, donc qu'elles soient gantées ou non. On vous a remis aussi un aide-mémoire de l'hygiène et l'étiquette respiratoire. Vous pourrez aller regarder tout ça après la présentation. L'hygiène des mains. Donc, les mains des employés et des clients doivent être lavées avec de l'eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, ça, c'est des choses obligatoires qui doivent être faites. Ou désinfectées avec une solution hydroalcoolique d'au moins 60%. Le port des gants, comme le disait Florine tout à l'heure, n'est pas recommandé aux caisses ou pour le service, aussi pour la cuisine. Les mains doivent être lavées avant de se toucher le visage, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, avant et après avoir mangé, après avoir touché quelque chose de fréquemment touché, ou lors du retrait des EPI. Donc, dans tous les cas, une des consignes, c'est on se lave les mains et on les lave et on les lave et on les lave. Le matériel nécessaire à la désinfection des mains doit être mis à disposition. Donc, pour vos employés, pensez à leur mettre des distributeurs de solutions hydroalcooliques qui puissent aller pas trop loin, si possible, se laver les mains, sinon avec de l'eau claire et du savon. Privilégier les poubelles sans contact, le papier aussi, papier recyclé dans les salles de bain, c'est des choses qui peuvent être pensées au lieu de vouloir utiliser les sèche-mains, par exemple, automatiques.
On vous a remis aussi une consigne qui, dans tous les cas, cette consigne, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment une consigne de la MAPAC. Donc, les normes de la MAPAC doivent être respectées dans tous les cas pour le lavage des mains en cuisine. Donc, vous pourrez regarder ce schéma-là aussi un petit peu plus précisément. Donc, combien de clients puis-je servir en même temps? Ça, c'est peut-être une question aussi que vous vous posez. Nous, on vous conseille dans tous les cas de toujours se fier aux mesures de rassemblement prévues par le gouvernement. Donc, vous pourrez aller regarder à chaque jour si les mesures évoluent ou non. Pour le moment, il n'y a pas de limitation du nombre de clients dans les restaurants. Donc, contrairement à d'autres provinces du Québec, le gouvernement québécois, d'autres provinces du Canada, pardon, le gouvernement québécois n'a pas mis en place de pourcentage de capacité restreinte et donc vous n'avez pas de limitation du nombre de clients. Par contre, évidemment, on va le voir, il faut qu'il y ait ces mesures barrières et qu'il y ait toujours la distance du 2 mètres. Et puis, au niveau du groupe limité que vous pouvez accueillir sur une seule table, entre guillemets, enfin un seul groupe, ça serait 10 personnes de 3 maisonnées différentes. Rappelons que les occupants d'une même adresse donc, forment un ménage. Donc, les maisonnées devront être assises, chacune à 2 mètres de distance, ou encore être séparées chacune par des plexiglas. Donc ça, c'est des choses qu'on va revenir aussi un petit peu plus tard. Mais voilà ce qui concernait un petit peu le nombre de clients que vous pouvez accueillir dans votre restaurant. Puis là, je vais laisser la parole à Florine qui, elle, va rentrer aussi dans le vif du sujet, mais sur plus les 2 mètres et puis les choses qui doivent être faites en matière pour tenir et respecter ce 2 mètres dans votre établissement. Oui, alors le fameux 2 mètres dont on parle beaucoup, je pense qu'on l'a tous en tête maintenant, cette distance de 2 mètres, bien qu'il y ait des petits changements de temps en temps qui arrivent avec les annonces du gouvernement. En tout cas, pour les restaurateurs, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en tout temps, c'est la règle de base, c'est la règle qui prime. Donc, c'est cette première mesure pour atténuer en fait la propagation du virus, c'est vraiment de respecter les 2 mètres entre les personnes. Donc, c'est vraiment que ce soit entre les employés, les clients, les fournisseurs, toutes les personnes qui vont être évidemment en contact les unes avec les autres dans un même espace doivent respecter cette distance. Donc, quand on parle de 2 mètres, ce n'est pas simplement le 2 mètres face à face, évidemment, c'est un 2 mètres autour des personnes. Il faut éviter, si possible, que les personnes ne se croisent dans un espace de moins de 2 mètres. Donc, notamment dans les couloirs, etc., les zones où c'est un petit peu plus compliqué, c'est intéressant, par exemple, d'établir un sens de circulation, de mettre de la signalisation. On y reviendra un petit peu plus tard, mais ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aider à maintenir cette distance. Évidemment, on proscrit tous les contacts physiques au travail, que ce soit entre employés. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont être contents de se retrouver et de se sauter dans les bras, mais malheureusement, on va garder ça pour dans plusieurs mois, je pense. Donc, pas de contact physique, que ce soit donc entre les employés ou avec les clients. Il y a une exception donc pour cette règle de 2 mètres, comme le disait Julie, c'est pour les personnes qui résident au sein de la même maisonnée. Donc, je voulais juste revenir sur vous, quelle est votre responsabilité en tant que restaurateur, parce que c'est sûr que des clients vont venir chez vous, dans votre restaurant, vous allez devoir leur poser la question s'ils résident dans la même maisonnée, mais vous n'avez aucune obligation de leur demander un justificatif, une preuve. On se base vraiment sur la bonne foi des clients. Donc, sachez que si des clients s'amusent à mentir, vous n'êtes pas là pour faire la police et vous ne serez pas du tout tenu pour responsable de ça. Donc simplement pour vous rappeler ça. Donc, comme je disais, les 2 mètres, première mesure à respecter. Dans le cas où on ne peut pas respecter ces 2 mètres. Donc, ça peut arriver pour différentes raisons. C'est peut-être pour une question d'aménagement où c'est compliqué. Ça peut être aussi parce que c'est des choses que vous devez, des tâches qui font que vous devez être plus proche de certaines personnes. Donc, à ce moment-là, on va protéger les employés avec des barrières physiques. Donc, on parle des employés, mais évidemment, ça inclut les clients lorsqu'on parle de ces barrières physiques.
Donc, les barrières physiques, ce sont des cloisons pleines qui sont facilement désinfectables. Donc, ces cloisons, on en a vu beaucoup dans les commerces, ça peut être les cloisons de plexiglas. C'est vraiment quelque chose qui instaure une barrière physique. Donc, ça, on va vraiment en installer dans la mesure du possible entre les postes de travail et puis aussi entre toutes les zones finalement dans votre restaurant où est-ce qu'il va y avoir un contact avec les clients. Donc, les cuisines ouvertes, les caisses, les bars, les comptoirs, vraiment toutes ces zones où la distance ne peut pas être respectée et où il y a vraiment un contact assez proche entre deux personnes. En terrasse et en salle à manger, c'est la même chose. Donc, si le 2 mètres ne peut pas être respecté, ce qui va probablement être le cas très souvent, on utilise des barrières de protection. Ça peut être des paravents ou des cloisons pleines. Donc, les paravents sont aussi valables. Dans le cas des restaurants qui ont des banquettes, je sais que la Hercule avait déjà mentionné, on le rappelle ici, c'est que la règle un petit peu, c'est que si votre banquette, le dossier de la banquette dépasse la tête des clients à ce moment-là, ça fait office de barrière de protection. Maintenant, si il y a finalement la banquette ne dépasse pas la tête des clients, même si ceux-ci sont dos à dos, il faut vraiment rajouter une cloison pour que ça constitue vraiment une barrière de protection. Ici, on voulait aussi attirer votre attention si votre établissement se situe en zone urbaine, parce qu'on a vu passer par exemple à Montréal des mesures spécifiques relatives notamment aux files d'attente sur les trottoirs et aussi aux terrasses. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à votre municipalité s'il y a des législations particulières à votre municipalité qui ont été émises par rapport à ça, parce que c'est sûr que dans les zones urbaines, les terrasses vont vraiment être privilégiées aussi cet été. Donc renseignez-vous bien. Donc, première mesure, on a dit les 2 mètres. Si ce n'est pas possible, on a les barrières de protection. Et puis, si on a encore besoin d'être plus en rapproché et puis de ne pas avoir ni les 2 mètres ni les barrières de protection, à ce moment-là, ce sont les équipements de protection individuels qui vont être utilisés. Donc, c'est sûr que vous, dans votre réalité de restaurant, les équipements de protection vont être utilisés grandement en cuisine et au service de toute façon, car on s'entend que pour aller servir aux tables, on ne va pas pouvoir respecter les 2 mètres ni mettre une cloison. Donc, ça va être de mise pour vous d'utiliser vraiment les équipements de protection. Donc, au niveau du masque, le masque de procédure qui est autorisé par la CNESST, c'est vraiment le masque médical. Donc, c'est le masque chirurgical qu'on voit comme dans les hôpitaux, ou alors le masque N95. Donc, sachez que les couvre-visages ou les masques en tissu ne sont pas autorisés, ils ne sont pas reconnus. Donc, malheureusement, si vous en aviez fait l'acquisition, ce n'est pas valable. Et puis, donc voilà, là, on a une photo donc, de chacun des types de masques autorisés. Au niveau des protections oculaires, là, on va avoir donc la visière de protection ou les lunettes. La visière doit vraiment descendre jusqu'au cou. Et puis, les lunettes de protection, c'est vraiment des lunettes fermées sur les côtés. Donc, si vous avez des employés qui ont des verres de contact ou des lunettes de vue, ce n'est pas des lunettes de protection. Il faut vraiment avoir des équipements spécifiques. Donc, pour résumer, on va dire, en cuisine, vous, ce que vous devez retenir, c'est qu'en cuisine et lors du service, vous avez l'obligation de porter le masque de procédure et une protection oculaire. Parce que, comme je le disais, on ne va pas pouvoir garder les distances de 2 mètres ni avoir des barrières de protection. Donc, c'est obligatoire de porter le masque et la protection oculaire. La CNESST a émis une exception en cuisine lorsque la température est trop élevée. C'est-à-dire qu'elle autorise en fait les employés à ne porter que la visière seule. Parce qu'en temps normal, la visière seule n'est pas autorisée puisqu'elle est considérée comme ne protégeant pas assez. Donc, il y a cette exception qui a été émise par rapport à la cuisine, mais évidemment, si en salle, vos serveurs sont pas, ou en terrasse, on atteint des températures très élevées qui peuvent porter préjudice à la santé de l'employé, évidemment que vous allez pouvoir utiliser la visière seule. C'est sûr que dans ce qui est prévu dans le guide de la CNESST, ils parlaient vraiment que de l'exception en cuisine, mais on est certain qu'il y aura quand même une compréhension par rapport à ça si les températures sont très élevées. À noter que l'INSPQ avait prévu, stipule quand même que par rapport à la visière, par rapport au masque de protection,
tous les employés qui, lorsqu'ils le portent, ont un risque par rapport à leur santé. À ce moment-là, ils sont autorisés à porter la visière. Donc à ce moment-là, vous seriez dans votre bon droit. Et puis dans la file d'attente, c'est sûr que beaucoup d'entre vous vont quand même fonctionner par réservation, mais dans les cas où il va y avoir une file d'attente, il va y avoir aussi l'obligation de porter le masque pour les clients si jamais on n'a pas les 2 mètres qui sont respectés entre chaque client. Donc par rapport à ces EPI, on privilégie le port prolongé des équipements. Donc c'est sûr qu'on va éviter de retirer pendant qu'on est en service, de retirer sans arrêt nos équipements de protection pour les remettre. On évite vraiment de se toucher le visage. Et puis là, ça va entrer aussi dans la formation, c'est que pour la formation de vos employés, il faut vraiment retirer les équipements de protection d'une façon sécuritaire. Donc s'ils ne sont pas réutilisables, il faut les jeter dans la poubelle, dans des sacs fermés, etc. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui sont importantes à expliquer à vos employés. Donc ça, c'est un petit peu pour les barrières de distanciation physique qui sont prévues donc, par le guide de la CNESST. On vous a refait donc 2 petites questions par rapport à ça. Donc je vais vous les afficher tout de suite. Alors, première question, petite mise en situation. Un groupe de personnes réserve une table dans votre restaurant. 3 d'entre elles proviennent du même foyer, mais les 2 autres ne proviennent pas de ce même foyer. Donc, quelle situation devez-vous privilégier? Donc, on vous laisse quelques minutes. Alors, on vous laisse encore quelques instants. Alors, voyons voir du côté des résultats. Donc, la plupart d'entre vous ont indiqué qu'une distance de 2 mètres doit séparer les personnes qui ne sont pas du même foyer. Et puis ensuite, nous avons la plupart d'entre vous qui ont mis que les personnes peuvent être assises côte à côte si des cloisons pleines les séparent. Donc effectivement, c'est bien les 2 bonnes réponses. Je vais vous les afficher tout de suite. Donc les personnes doivent être séparées par une distance de 2 mètres si elles ne sont pas du même foyer. Et les personnes qui ont des cloisons pleines entre elles peuvent être assises à côté. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué au niveau des cloisons pleines. J'imagine que d'un point de vue aménagement, ça ne va pas être l'idéal. Mais en tout cas, sachez que vraiment, s'il y a des cloisons qui séparent des personnes, elles pourront être assises à côté. Donc, si vous avez, c'est bien important, si on reprend un autre exemple, si vous avez 4 personnes qui viennent, 2 couples, c'est 2 couples qui viennent ensemble, donc c'est 2 maisonnées différentes. Les 2 couples qui proviennent, donc les 2 personnes qui sont dans le même foyer peuvent être assises à côté. Et par contre, les 2 couples entre eux doivent être séparés par ces 2 mètres. Donc ça, c'était vraiment pour insister un petit peu sur comment asseoir les clients, parce que j'imagine que ça va être quand même un petit casse-tête pour la plupart d'entre vous. On va passer à la deuxième question par rapport à ça. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous mentionner, Julie vous l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il faut vraiment aussi suivre les mesures de rassemblement qui vont sûrement être amenées à évoluer grandement. Donc là, en ce moment, c'est un groupe de 10 personnes maximum. On sait que ça risque fortement d'évoluer au cours des prochaines semaines. Donc évidemment, suivez l'actualité par rapport à ça. Donc, prochaine question que je vous affiche tout de suite. Un employeur n'a pas acheté de lunettes de protection oculaire pour ses équipes de serveurs. Quelle protection ses employés devront-ils porter? Donc, une visière, un masque, une visière et un masque. Alors,
voyons voir du côté de vos réponses. Donc évidemment, la majorité d'entre vous a répondu une visière et un masque. Donc c'est la bonne réponse, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, le masque, il faut vraiment qu'on ait une protection oculaire en plus du masque. Donc si on n'a pas de lunettes, ça va être une visière. Évidemment, je le répète, au niveau du port de la visière seule, dans les conditions où la santé du serveur ou du cuisinier, de l'employé peut être atteinte, s'il suffoque, il fait vraiment trop chaud, on reste des êtres humains, donc oui, on veut se protéger de la Covid-19, pardon, mais évidemment, dans les conditions particulières, on va quand même s'adapter et puis on autorise le port de la visière seule. Donc voilà pour les petits quiz. Je vois que vous êtes quand même bien au fait de tout ça. Je vais juste continuer sur les 2 mètres pour vous indiquer un petit peu comment bien respecter les 2 mètres également dans votre organisation. Donc, modifier l'organisation du travail. Donc ça, c'est une chose qui peut être envisageable en privilégiant des équipes qui sont plus petites et qui sont stables aussi. Donc, si vous êtes capable d'avoir des groupes de travail, des groupes de serveurs, par exemple, qui travaillent toujours ensemble, d'avoir vraiment des horaires fixes et pour éviter en fait les risques de contamination entre employés, c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire. Les réunions, dans le cas où vous en avez, évitez de les faire en regroupement physique. Si vous pouvez le faire à distance, c'est mieux. Évitez de partager des objets dans la mesure du possible, encore une fois. Limitez les sorties et les déplacements au strict nécessaire. Pour les livraisons des fournisseurs, on parlera plus tard, Julie parlera de la livraison emportée, des commandes à emporter, mais pour la livraison, quand vous recevez des fournisseurs, les livreurs doivent laisser les colis sur une surface propre en présence d'un employé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, de ne pas remettre aussi les cartons, etc., en main propre. Et on essaye de respecter cette fameuse distanciation physique. D'autres mesures, vous pouvez séparer donc les tables pour assurer la distanciation physique entre les clients qui ne résident pas dans la même maisonnée. Favoriser l'utilisation des aires de restauration extérieure. C'est sûr que dès l'instant que vous avez une terrasse ou une cour arrière, etc., où vous pouvez installer les clients quand il fait beau, on va essayer de favoriser d'abord les tables à l'extérieur. Je le rappelle, on n'excède pas pour le moment 10 personnes qui proviennent de 3 foyers différents à une même table. Établir un sens de circulation unique lorsque les personnes se croisent. Donc vraiment au niveau de la signalisation, ça peut être vraiment très important de mettre par exemple des marquages au sol. Ça aussi, on l'a beaucoup vu là depuis le début de la crise. Les marquages au sol, ça c'est vraiment bien. Ça permet que la personne n'ait pas besoin de réfléchir, elle fait simplement suivre les marquages ou la signalisation. Au plus vous allez aider les employés et les clients avec des aides visuelles à s'orienter. Au plus simple, ce sera pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas avec la signalisation. On a aussi voulu vous parler de la gestion de la file d'attente parce que c'est un petit peu particulier. Comme je disais tantôt, c'est sûr que vous allez beaucoup fonctionner avec des réservations. Mais dans le cas où vous avez une file d'attente, on va essayer de limiter le nombre de clients qui sont dans la file d'attente. On ne veut pas avoir d'attroupement, si je peux dire, devant votre établissement. On peut faire entrer les clients un à un ou un groupe à la fois afin de leur rappeler les mesures, de qui se désinfecte les mains, etc. Pour la file d'attente, quand il y a du monde, on peut désigner une personne qui est vraiment responsable de la gestion de cette file d'attente, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde, que les gens respectent la distance. Poser aux clients des questions en lien avec la Covid-19, ça aussi c'est important à l'entrée de votre restaurant, leur demander les questions qu'on connaît bien, s'ils ont des symptômes, s'ils ont été en voyage dans les 14 derniers jours ou en contact avec une personne infectée. Et puis c'est sûr qu'au niveau de la file d'attente, c'est très important, ou à l'entrée en tout cas de l'établissement, de communiquer toutes les informations utiles aux clients. Donc, vous pouvez installer un panneau, par exemple, pour rappeler les consignes, comment s'organise la file d'attente, mais aussi comment s'organise le service, les modalités de paiement, si jamais on essaye de favoriser les paiements par carte bancaire, les retraits des commandes, etc. Vraiment toutes les informations possibles, encore une fois, pour éviter trop d'interaction entre les clients et puis les employés. Donc voilà. Pour la suite, je vais repasser la parole à Julie qui va poursuivre avec les mesures de nettoyage et de désinfection
donc qui ont été émises par la CNESST en majorité. Oui, donc allons faire un tour du côté du nettoyage et de la désinfection. Donc évidemment, utilisez des produits de désinfection conformes aux normes de Santé Canada. Vous pouvez aller regarder sur ce lien tous les produits qui seraient conformes à votre établissement. On conseille de retirer les objets non essentiels. Donc tout ce qui va être, je ne sais pas si vous utilisiez peut-être des revues, des journaux, des coussins décoratifs, etc. Tout objet non essentiel pourrait être retiré dans votre établissement. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées. On le répète, poignées de porte, réfrigérateur, dossier de chaise, table comptoir. Et puis un temps de désinfection qui pourrait être prévu aussi entre chaque service. Assurer le bon fonctionnement et l'entretien des systèmes de ventilation en fonction des exigences réglementaires. Ça a été aussi recommandé par la CNESST. Nettoyer les installations sanitaires, ça va de soi évidemment en fonction de l'achalandage. Donc forcément, plus vous auriez de personnes dans le restaurant, plus vous êtes censé nettoyer fréquemment les sanitaires. Et au minimum, on demande de le faire au moins à chaque quart de travail. Nettoyer, désinfecter tout le matériel utilisé par l'ensemble du personnel, donc que ce soit en cuisine et en service, à chaque quart de travail. Donc tout ce qui va être matériel et ustensiles de cuisine, lecteur de cartes de crédit, caisse, écran tactile, casque d'écoute, si vous faites par exemple du service à l'auto, les menus plastifiés, cabarets, etc. Tout ce qui est susceptible d'être touché par le personnel doit être lavé, mais ça équivaut aussi, c'est valable pour tout ce qui est utilisé par le client. Procéder à un nettoyage quotidien dans les aires où la clientèle circule est plus fréquent, si possible toutes les 2 à 4 heures, en fonction de l'achalandage. Nettoyer, désinfecter tout objet, équipement ou surface en contact avec les aliments selon les recommandations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Donc ça a été émis par ce ministère. Désinfecter l'équipement réutilisable avec un produit adapté. Nettoyer les aires de repas du personnel après chaque repas et les désinfecter quotidiennement. Donc tout ça, ce sont des choses, ce sont des choses donc à penser et à mettre en place dans vos restaurants. Évidemment, on ne peut pas parler de nouvelles mesures sans parler de formation des employés. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important de penser à former tous ces collaborateurs donc dans votre restaurant sur l'application des nouvelles mesures et la mise en place dans l'entreprise. Vérifier donc que tout le monde respecte vraiment ces mesures. S'informer aussi, on le répète en tout temps, des choses qui évolueraient, des mesures qui évoluent, et puis évidemment transmettre donc cette information à vos équipes. Communiquer sans exception. Donc c'est sûr que la communication dans tous les cas, la communication est toujours très importante dans une entreprise. En cas de crise, elle l'est évidemment encore plus. Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires, les clients doivent avoir été informés des mesures que vous mettez en place dans votre restaurant afin de contrôler donc, le risque associé à la Covid. Et puis, ça va permettre aussi de les sensibiliser à l'importance de les respecter. Donc, c'est des choses que vous devez faire en amont. Le client doit être informé, par exemple, au moment de la réservation, des mesures sanitaires qui sont prises par votre restaurant, et ce, en fonction donc, de l'évolution de la situation, évidemment. On a trouvé un exemple d'un restaurant japonais qui propose, lui, sur son site internet, qui parle des mesures de sécurité qui ont été renforcées au sein de l'établissement et puis qui adresse un petit mot notamment pour les clients en disant que les employés sont soumis à un contrôle, par exemple, de température dès leur arrivée, etc. Donc tout ça, ça va permettre de rassurer le client aussi. Communiquer en ligne, éléments pouvant être donc communiqués sur votre site internet si vous en avez un. Ça, c'est des choses qui pourraient être pensées et envisagées, qui sont fortement recommandées. Dire au client qu'il doit reporter sa réservation en cas de symptômes. Le client doit être avisé que l'accès lui sera refusé aussi en cas de symptômes le jour de sa réservation.
Le client doit accepter donc de respecter les mesures en tout temps, ça c'est bien important. Et puis en cas de non-respect, évidemment, vous pouvez intervenir et puis faire en sorte que la personne finalement ne viendrait pas à votre restaurant malheureusement si elle n'applique pas ces règles-là. Le déroulement du repas qui peut être expliqué à l'arrivée du client, expliquer que les serveurs ou pas vont porter, que les serveurs vont porter par exemple le masque, la visière, etc. Les règles sanitaires qui doivent être respectées si il y a un partage de table entre amis, évidemment avec les barrières des 2 mètres. Ça, c'est des choses que vous devez, par exemple, penser à communiquer. Au niveau de l'affichage, il y a beaucoup de choses aussi qui sont mises actuellement sur les sites de différents organismes, notamment la RQ, qui a créé une affiche pour vous. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer et l'afficher dans votre restaurant. Donc, cette affiche, elle sert vraiment à informer la clientèle des mesures sanitaires. Donc, vous retrouverez le document en lien cliquable. On a mis aussi un exemple de mesures d'hygiène de base et de distanciation que vous pouvez imprimer, mettre à différents endroits dans votre restaurant, dans les cuisines, dans les vestiaires, dans les aires de repos, etc. pour veiller à ce que vos employés respectent toujours ces consignes en tout temps et en toute sécurité. Vous pourriez les mettre aussi à la vue des clients. Sur les points d'entrée, l'accueil, le stationnement dans les salles de bain, etc. On vous a mis aussi une procédure de nettoyage. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui ont été faits et pensés par l'industrie, on ne se trompe pas. Là, par exemple, c'est une procédure de nettoyage et de désinfection du poste de travail des employés. Donc voilà, vous pourriez imprimer cette procédure en plusieurs fois et puis la faire remplir par le responsable qui s'assure que toutes les procédures de nettoyage ont été faites, par exemple, à chaque quart de service. Puis l'afficher au niveau des postes de travail, dans les aires communes, etc. Cela va vraiment prouver que vous faites attention vraiment au nettoyage et à la désinfection dans votre établissement. Donc, à la table du client maintenant, qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui pourrait être fait ? Par exemple, veiller à ce que le personnel ait ses propres outils de prise de commande. Donc, par exemple, son stylo, son bloc-notes, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites facilement. Donc, vous pouvez faire ce genre d'action. Privilégier les moyens technologiques si vous le pouvez, évidemment, mais c'est sûr que tout ce qui va être, par exemple, des menus sur écran, sur les réseaux sociaux, il y a des restaurants qui vont décider d'afficher leurs menus sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook, et qui vont dire aux clients, écoutez, vous avez notre menu en page Facebook, et puis vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi, ce que vous avez choisi. Tout ce qui va être la commande autonome aussi, c'est des choses qu'on recommande fortement. Et puis donc de reconsidérer le format des menus. Si vous aviez des menus par table, des menus individuels par personne, pourquoi pas mettre ça sur ardoise, donc sur les écrans, faire les menus en ligne avec des codes QR aussi. Il y a des choses qui se font notamment en France là, actuellement, où vous avez un petit code QR qui est sur la table, le client dépose son téléphone, scanne le code et puis vous avez le menu de votre restaurant qui apparaît. Mettre des contenants individuels, ça c'est des choses qui sont demandées sur les tables ou les apporter sur demande. Donc par exemple, on vous demande du sel, du poivre, du sucre, des épices, etc. Pensez format contenant individuel. Éviter les nappes en tissu au maximum, ça va éviter de devoir toujours procéder à avoir des procédures de nettoyage pour les nappes en tissu qui devraient être donc changées à chaque fois qu'il y a des nouveaux clients à la table. Donc, voilà quelques recommandations. Limiter les objets, les échanges d'objets entre les clients et les employés. Donc, essayer de trouver des astuces, des processus pour qu'il y ait le moins possible des clients qui soient en contact en fait, avec ce que les employés ont déjà touché. Envisager d'utiliser un moyen de prise de commande autonome, donc par exemple par application mobile. Retirer les zones de libre-service de nourriture et de boissons.
Donc tout ce qui est les buffets, le gouvernement l'autorise, mais si le service est assuré par un préposé. Donc si vous êtes un restaurant qui offrez la possibilité de buffet, sachez que le client ne peut plus se déplacer, aller au buffet se servir comme il le faisait en temps normal, mais qu'il doit donc être servi désormais par un employé qui serait par exemple responsable de cette fonction. Pendant le service, nettoyer et désinfecter dans les plus brefs délais, donc tout ce qui va être les assiettes, les couverts, les verres qui sont retirés des tables, tout ça, c'est direction la plonge, bien évidemment, dès que vous retirez tout le matériel usagé sur une table de client, par exemple. Donc, une petite question. Alors, selon vous, est-ce que les serveurs doivent-ils se laver les mains à chaque fois qu'ils retirent la vaisselle utilisée d'une table? Ou on pourrait penser que non, il l'a fait précédemment et puis que ce n'est pas nécessaire, par exemple. On serait surprise si on trouvait un petit non parmi tout ça. On peut mettre fin au vote, à mon avis. C'est quand même assez rapide comme genre de question. Donc évidemment, la réponse est oui, tout à fait. En lien avec les normes, en lien en fait avec les mesures sanitaires émises par la CNESST, il faut donc se laver fréquemment les mains et encore plus après en fait avoir été exposé à un risque de contamination. Des mesures spécifiques pour la vente donc, à emporter. Donc, il y a des mesures qui ont été émises pour ce type de vente. Donc, favoriser les commandes par téléphone ou par Internet, si c'est possible, évidemment. Prévoir des heures de récupération des commandes différentes pour chaque client. Donc, éviter que tous les clients arrivent en même temps chercher sa commande, ça va de soi. Favoriser le prépaiement, on essaie, c'est sûr. Favoriser la livraison ou le service à l'auto. Apporter la commande au client à l'auto, par exemple, après contact téléphonique. Au niveau des recommandations, pourquoi pas désigner une aire de retrait vraiment dédiée à votre restaurant, enfin dans votre restaurant, une aire de retrait dédiée aux commandes à emporter. Et puis désigner un membre, par exemple, du personnel qui serait vraiment en charge d'amener les commandes des clients devant la porte, par exemple. Tout ce qui concerne emballage et sacs, pour donc la vente à emporter, utiliser des emballages et des sacs à usage unique, se laver les mains avant l'emballage, ça c'est sûr et c'est même une évidence. Au niveau de la livraison, ne pas exiger de signature à la livraison, essayer d'opter pour un autre moyen de validation si possible. Limiter les interactions, donc pourquoi penser à une commande qui sera laissée à la porte, après on peut envoyer un SMS, un texto, un message texte par exemple au client, pas d'échange de main à main, ça c'est sûr. Donner des consignes claires au livreur, évidemment, ça va de soi. Et puis au niveau du processus de paiement, qu'est-ce qui est demandé? Donc c'est sûr qu'on privilégie le paiement sans contact. Donc ça, c'est fortement recommandé. Évidemment, si dans le cas d'un client, vous avez un client qui paye comptant, il faut se désinfecter les mains tout de suite après la manipulation de l'argent. Et puis, il faudra désinfecter le terminal de paiement manipulé par le client. Ça, évidemment, c'est une évidence tout à fait. Donc, je laisse Florine vous parler d'un parcours, en fait, d'un type d'employé en restaurant qu'on a imaginé en contexte de la Covid-19. Donc, elle va passer différentes étapes avec vous et puis on se reprend ensuite, nous, pour la période de questions qui clôturera ce webinaire. Oui, alors, donc on vous a imaginé un petit scénario idéal du serveur en contexte de Covid. On l'a fait pour le serveur parce qu'évidemment, ce sont les personnes qui vont être le plus en contact avec les clients. Donc, c'est sûr que beaucoup de choses qui s'appliquent au serveur s'appliquent également aux autres membres du personnel.
Donc moi, j'ai mis mon petit costume de serveur et puis donc je vais commencer mon shift finalement au restaurant. Donc lorsque j'arrive en poste, la première chose finalement avant d'arriver en poste, c'est déjà de se dire bon bah est-ce que j'ai des symptômes? Oui ou non. Si j'ai des symptômes, je ne vais pas au travail. Donc ça, c'est quand même la règle de base qu'il va falloir vraiment rappeler aux employés. Ensuite, j'arrive au restaurant, je salue mes collègues de loin. Comme je le disais, pas de contact physique, pas d'accolade, pas de check ou autre. Je me lave les mains dès mon arrivée au restaurant avec de l'eau et du savon. On privilégie toujours l'eau et le savon par rapport au gel hydroalcoolique quand c'est possible. Je m'assure que mon uniforme a été lavé et que le matériel que je vais utiliser est désinfecté. Donc, mon uniforme doit être lavé entre chaque shift finalement. Donc, ça, c'est bien important. Et puis, désinfecter tout le matériel que je vais utiliser. Si je récupère du matériel qu'un autre serveur a utilisé avant moi, je vais m'assurer qu'il a été désinfecté. Et puis, je mets mes équipements de protection individuelle. Donc, si la distance physique n'est pas possible, évidemment, dans le cas des serveurs, ça va très probablement être en tout temps, donc de mettre ces EPI dès l'instant qu'on commence à accueillir les clients. Deuxième étape, mes clients arrivent dans mon restaurant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie déjà que les clients respectent bien la distanciation physique. Si c'est moi qui les accueille au niveau du hall d'entrée ou dans la file d'attente, on rappelle bien qu'il faut respecter ces 2 mètres de distance. Deuxièmement, nous, dans notre restaurant, avec Julie, on a décidé d'avoir un système de message texte, finalement, qui envoie donc un message aux clients lorsque leur table est prête, ce qui fait qu'on évite la file d'attente. Ça peut également être utilisé dans le cas des commandes aussi, donc quand vous avez des commandes à emporter. À l'entrée des clients dans le restaurant, je leur demande de se laver ou de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Je leur rappelle toutes les mesures qui sont prises par le restaurant, comment le restaurant dans lequel je travaille a décidé, a mis en place quelles mesures pour protéger sa sécurité et sa santé. Et puis, on lui explique aussi comment va se dérouler l'expérience. On ne va pas rentrer dans les détails de l'expérience client ici. Il y a d'ailleurs un webinaire sur l'expérience client dans le cadre de cette série de webinaires, mais c'est bien important d'expliquer au client quand même comment va se dérouler son expérience, son repas, etc. Pendant le repas, les clients consultent le menu en ligne sur la page Facebook. J'insiste encore une fois, là, tout ce qu'on vous dit dans ce scénario, ce sont vraiment des exemples. Vous adaptez vraiment les choses en fonction de votre réalité. Donc, nous, on a mis notre menu sur Facebook. Donc, le client peut prendre sa commande, peut consulter directement ce qu'il souhaite manger. De mon côté, je prends la commande avec un iPad qui envoie la commande directement en cuisine. Surtout, je ne touche à rien pendant tout le service. Je ne touche pas à tout ce qu'il y a sur la table, autre évidemment que les assiettes que je vais apporter, etc. Mais quand on veut resservir de l'eau, resservir du café, on évite de toucher les verres, les tasses, etc. Dans la mesure du possible, mettez des carafes d'eau sur les tables aussi pour éviter vraiment tout contact, comme on le dit à chaque fois, on le répète, éviter tout contact entre les objets et les personnes. J'apporte les condiments dans des contenants individuels, donc, car on ne laisse rien, on ne laisse pas d'éléments partagés sur les tables. Je me désinfecte les mains à chaque fois que je suis en contact avec un objet touché par le client. Donc, c'est valable également lorsqu'on retire la vaisselle de la table. Nous, dans notre restaurant, Julie et moi, on a décidé d'avoir un employé comme un busboy qui est attitré au débarrassage. C'est-à-dire que cette personne, elle va répéter cette tâche. C'est vraiment la seule unique personne qui va débarrasser des choses des tables, puis apporter tout ce qui a été utilisé directement à la plonge, afin d'éviter encore une fois tout ce qui est transmission, etc. Donc le repas se déroule bien, tout se passe bien, les clients sont contents, vient le moment de payer. Donc au moment du paiement, on essaye d'avoir au maximum de faire le paiement à table. Donc ça évite les déplacements inutiles. Donc on peut apporter les terminaux de paiement, etc. à table. D'ailleurs, ça peut être intéressant de les recouvrir de film plastique pour les désinfecter plus facilement. Je m'assure que le client ne touche pas le terminal. S'il doit toucher le terminal pour taper son code, etc., on le désinfecte immédiatement. Et puis, dès l'instant que quelqu'un me remet de l'argent en main propre, de l'argent physique, je me lave les mains immédiatement après. Donc, finalement, on comprend bien qu'il faut se laver les mains très souvent. Ensuite, mes clients vont s'en aller.
Donc, ça arrive également la fin de mon shift. J'ai servi plusieurs tables. Je nettoie, je désinfecte la table et les chaises. Donc, au niveau du nettoyage et de la désinfection, ça devrait vraiment être dans votre plan sanitaire, de vraiment tout désinfecter, ce qui a été en contact avec les clients. Je redresse la table avec du matériel propre, évidemment, et je me désinfecte les mains. À la fin de mon shift, c'est le moment de repartir. Donc, je renettoie et désinfecte tout le matériel que j'ai utilisé. Si j'ai utilisé un iPad ou autre pour prendre les commandes, je nettoie tout ça. Je jette à la poubelle mes EPI, donc mon masque, s'il n'est pas réutilisable, je le jette. Je le mets dans un sac fermé prévu à cet effet. Et puis mon uniforme également, je vais le retirer. Je le place dans un sac refermable et je le lave en rentrant chez moi. Donc ça, c'est vraiment pour vous mettre un petit peu en condition, on va dire, pour que vous ayez vraiment une vision de vraiment tout ce que ça va impliquer dans les changements de l'organisation du travail pour vos employés. Donc, vous pouvez vous amuser un peu à l'imaginer aussi pour vos cuisiniers, par exemple. Puis ça va vous permettre en fait de rien oublier en amont, avant la réouverture. Donc voilà, c'était un petit peu ça, donc notre scénario idéal. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, à la période de questions. Je vois qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées. Je vais... Oui, c'est ça. Est-ce que... On vous laisse quelques instants et puis on revient d'ici quelques secondes pour répondre à vos questions. Donc, nous revoilà de manière physique, si je peux parler ainsi. Donc, au niveau des questions, moi, j'étais en charge un peu de passer la présentation, etc. Je n'ai pas trop vu les questions apparaître tout au long de la présentation. Florine, je ne sais pas s'il y a des questions en ce moment, s'il y en a eu au préalable et auxquelles on n'aurait pas répondu. En tout cas, allez-y, on a un petit peu de temps là pour répondre à vos questions. Si tout a été clair, vous pouvez aussi nous mettre un petit pouce ou il y a des petites fonctions là dans Zoom que vous pouvez utiliser pour dire que vous êtes correct. Oui, alors je suis en train de passer un petit peu vos questions. Oui, excusez-moi, on avait bloqué mon micro. Donc c'est ça, je regardais un petit peu les questions, Julie. On avait une question qui disait on fait quoi quand les personnes ne veulent pas quand même? Donc je pense que c'était en référence au retour au travail ou bien à respecter les mesures sanitaires, je présume. Donc pour ce qui est du retour au travail, effectivement, comme on le disait, comme je le disais tantôt, c'est vraiment une obligation de l'employé de revenir au travail lorsque vous le rappelez. Donc vous, c'est vraiment votre droit de direction de demander à votre employé de revenir au travail. S'il refuse, donc avoir évidemment comment dire, les critères qu'il invoque, les raisons pour lesquelles il refuse de venir travailler, mais je le rappelle, le droit de refus de revenir au travail d'un employé, ça doit vraiment être justifié. L'employé doit vraiment avoir une raison valable, un motif valable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un danger imminent pour lui de revenir au travail. Donc, si votre employé refuse de venir simplement parce qu'il vous dit qu'il ne veut pas attraper la Covid-19, évidemment, ce n'est pas du tout un motif valable. Donc, c'est sûr que vous pouvez exposer votre employé à des sanctions. Après, nous, c'est sûr qu'on n'est pas avocate, donc dans tout ce qui est mesures
de pénal, etc. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est sûr que vous pouvez l'exposer à des sanctions et c'est vraiment en fait un refus de votre employé de revenir au travail, donc il ne répond pas à ses obligations tout simplement. Donc, si je peux me permettre d'ajouter, moi j'ai quand même des restaurateurs dans mon entourage et je sais que c'est quelque chose qui leur est arrivé dernièrement. La mesure qu'ils prenaient envers ses employés, c'était déjà de s'assurer d'une preuve par écrite que cette personne ne veut pas revenir travailler. Elle ait raison, donc essayez-vous de lui envoyer un message en lui disant bah, écoute, nous on a besoin de toi, est-ce que tu reviens travailler? S'il vous dit non, demandez-lui pourquoi, on verra les raisons. Et puis, s'il ne veut vraiment pas revenir travailler, évidemment, soit vous optez pour des mesures peut-être disciplinaires, ou alors vous fermez simplement, vous l'avisez, que vous fermez son dossier. Évidemment, je pense que vous devez lui donner son 4%. Vous émettez un relevé d'emploi et puis il ne travaillera plus en fait dans votre entreprise, malheureusement. Donc, en tout cas, moi, c'est des choses qui sont arrivées dans mon environnement personnel. Et puis, en tout cas, c'est la mesure que ces personnes-là ont prise. Je vois qu'on a une précision sur cette question, où la personne nous dit que malheureusement le problème était plus en regard avec la PCU. Alors sachez que par rapport à la PCU, il y a vraiment des nouvelles mesures qui ont été mises en lien avec la PCU. Dès l'instant que vous avez rappelé votre salarié à travailler et que celui-ci refuse de venir parce qu'il préfère toucher la PCU, ça constitue une fraude en fait au regard du gouvernement et il n'est pas supposé toucher la PCU. Donc lui, il est vraiment en tort à ce niveau-là et il pourrait avoir des sanctions par rapport à ça, puisque il y a vraiment eu d'autres mesures et d'autres conditions qui ont été appliquées à la PCU. Donc là, vraiment, vous êtes en bon droit de lui exiger de revenir travailler, puis de lui rappeler ça également, qu'il est vraiment en tort par rapport à la PCU. Donc voilà. Voyons voir les autres questions. Je vois qu'on avait une question par rapport à où acheter éventuellement les masques et les lunettes conformes. Là, nous, on n'aura pas tout de suite de réponse. Là, on n'a pas de fournisseur en tête, mais sachez qu'on pourrait vous renvoyer des références assez facilement. En fait, on va vous laisser l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous laisser vos questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui. Et puis, Julie va vous l'expliquer un petit peu plus tard. On a également des webinaires post-formation. Donc, si vous voulez, on va réorganiser un webinaire suite à celui-là afin de répondre aux questions auxquelles on n'aura pas pu répondre aujourd'hui. Donc, on vous reviendra par rapport à ces questions-là. Donc, des fournisseurs d'équipements de protection individuelle. Je fais un petit suivi des autres questions. Quelle est la résistance des visières avec les vapeurs plus ou moins grasses de cuisine? Est-ce que la visière est sécuritaire pour les employés de cuisine qui travaillent au-dessus des plaques de cuisson ou avec des friteuses? Donc là, par rapport à cette question, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de la visière, dès l'instant que votre employé ne peut pas travailler convenablement ou qu'il a de la buée dans ses lunettes, qu'il suffoque parce qu'il fait trop chaud, il va vraiment être autorisé à porter la visière de sécurité. Donc, dans le cas au-dessus des friteuses, là, j'imagine bien que la température n'est pas très respirable. Donc, dans ce cas-là, oui, vous pouvez autoriser votre employé à porter uniquement la visière de protection. D'un point de vue résistance, j'imagine que vous parlez du matériau. Là, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Ce sont des matériaux qui sont créés quand même pour les milieux de travail. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. Donc, ça, on avait... Ah oui, c'était donc cette même question. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? N'hésitez pas à poser d'autres questions sur le chat. Je vois qu'il y avait des questions qui ont été posées également dans la conversation. On a une autre question. Mes tables et chaises sont en bois verni. Comment désinfecter? Là, c'est sûr qu'au niveau de la désinfection, vous n'allez pas refaire tout votre aménagement. Donc, c'est sûr qu'il faut vous renseigner, vous munir de produits désinfectants qui sont prévus à cet effet. Là, je pense que vous allez pouvoir vraiment trouver toutes les références sur le site de la CNESST. Et puis, c'est sûr qu'on a vu certains restaurateurs recouvrir carrément
leur mobilier, surtout les chaises, disons, de recouvrir leurs chaises de film plastique afin de faciliter la désinfection. Après, c'est sûr que c'est encore une fois selon la possibilité de votre établissement. Et puis, pour ce qui est des tables, on peut vous suggérer aussi d'utiliser des nappes, mais vous savez, un peu plastifiées afin de faciliter la désinfection. Encore une fois, c'est sûr qu'il y a aussi des recommandations qui ont circulé, notamment dans d'autres provinces, qui étaient d'utiliser des nappes en papier. C'est sûr que d'un point de vue environnemental, c'est pas l'idéal. Mais c'est sûr que d'un point de vue désinfection, pour vous, ça va être plus simple parce qu'il vous suffira de les retirer entre chaque client, quoi. Donc c'est ça. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, Julie? Il y a une question, je vois, de Carlos Costa. Suivant votre réponse sur l'obligation du retour des employés touchant la PCE et ses impacts, si l'employé refuse, est-ce le même cas pour des employés non réguliers, c'est-à-dire à temps partiel à horaire variable? J'imagine que oui, dans tous les cas, dès l'instant que vous rappelez votre travailleur, même s'il a été mis à pied, il est quand même censé encore faire partie de votre entreprise. Dans tous les cas, il ne peut pas refuser de venir travailler. Donc, je ne connais pas exactement les mesures. Comme on vous disait, Florine, on est beaucoup plus spécialisé dans l'expérience employée, un peu moins dans le droit du travail. C'est peut-être quelque chose qu'on peut regarder. Florine, je ne sais pas si j'ai raison là-dessus. Oui, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, oui. Moi, j'imagine que dans tous les cas, c'est ça, mais on va prendre en note votre question et puis on communiquera avec vous ultérieurement pour vous donner quand même la réponse exacte à ça. Et puis, les visières sont en quelle matière? Plastique. J'imagine que ça va dépendre aussi aux fournisseurs, dépendamment du fournisseur où vous allez les prendre, mais j'imagine que oui, les visières sont en plastique. Et puis, à mon avis, c'est des choses qui sont quand même conformes aux mesures sanitaires et puis qui seront correctes pour le milieu de travail de la restauration. Il y a déjà beaucoup de personnes qui en utilisent, hein, des restaurants qui sont restés ouverts pendant le confinement. Et puis, je n'ai pas l'impression que ça pose de problème le fait que ce soit en plastique. Justement, c'est plus facilement, en plus, on peut plus facilement le nettoyer et le désinfecter. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou sinon on passe à une conclusion et puis on pourrait aussi regarder, on va vous proposer d'autres post-webinaires, voir si vous avez un intérêt pour ça. Florine, est-ce que ça serait bon au niveau des questions? Oui, ouais, c'est ce que, excuse-moi, j'étais en train de parcourir. Ça m'a l'air bon au niveau des questions, oui. Parfait. Donc, au niveau de la conclusion, c'est sûr, on est consciente de ça. Il y a beaucoup de mesures à appliquer, un bouleversement dans les méthodes de travail qui arrive. Ça, c'est inévitable. On en est bien conscient. Par contre, gardez en tête que ces mesures deviendront dans le futur de véritables habitudes de travail. C'est beaucoup de changements, c'est difficile au début peut-être, mais c'est des choses qui sont amenées quand même après à être enclins dans les habitudes de vie et de façon de travailler. Et puis, évidemment, on l'espère, c'est des choses qui un jour disparaîtront. Ça, on croise les doigts pour ça en tout cas. Donc, écoutez, merci. J'espère qu'on a, on a en tout cas répondu à beaucoup de vos questions. J'espère que vous avez trouvé le webinaire intéressant. Un petit sondage là qu'on va vous mettre, c'est en fait, on propose un accompagnement plus personnalisé, des ateliers d'échange. On va vous proposer 3 dates, c'est toujours gratuit. Ça serait en lien donc avec les mesures sanitaires et sécuritaires et puis quelques aspects légaux si vous avez des questions. Est-ce que vous seriez intéressé à reparticiper à ce post-webinaire ou pas? Donc, écoutez, on vous met le sondage. Vous avez quelques dates. Si le webinaire a répondu à toutes vos questions, merci de l'indiquer également. Sinon, vous avez quelques dates, le 25 juin, le 2 juillet et le 6 juillet. On pourrait se revoir peut-être même en plus petit comité à 9 h le matin
Florine et moi et vous, pour regarder des choses plus particulières ensemble. Donc, on vous laisse quelques secondes Parler de vive pour voix remplir ça. également. Pardon, Julie. Excuse-moi, Florine. Non, je disais se parler de vive voix également lors de ces ateliers Oui, tout à post-webinaires. fait. On pourrait ouvrir tous les caméras et puis faire des échanges, des échanges par rapport aux mesures, c'est sûr. Donc, on peut peut-être mettre fin au Oui. vote. Donc, on regardera, on va prendre contact avec vous par rapport à tout ça. Et puis, prochain webinaire pour nous qu'on va donner bientôt, qui va être sur la planification de la réintégration de vos employés. Donc là, on vous a donné beaucoup de mesures à mettre en place, mais nous, dans le prochain webinaire, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de vous aider à planifier la réintégration donc, des employés. Donc, beaucoup d'exemples, de suggestions. On va faire aussi intervenir des professionnels, de restaurateurs qui vont partager un peu leur vécu. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, soyez présents, soyez des nôtres. Au niveau des dates, je les ai plus en tête exactement. On en fait un. Le premier, c'est le 22 juin à 14 h. Allez voir sur le site de l'ITHQ, vous allez avoir les horaires pour ce webinaire. Puis on vous encourage évidemment à regarder tous les autres webinaires qui sont donnés par l'ARQ et le centre d'expertise de l'ITHQ. Tout ça vient clôturer ce webinaire. On vous remercie. Florine, merci de ta présence aujourd'hui et de m'avoir accompagnée. Je suis ravie de t'avoir accompagnée également. Merci à vous tous et puis en espérant vous voir peut-être un jour si vous êtes intéressés pour tous ces accompagnements et puis peut-être lors du prochain webinaire de la planification de la réintégration de vos employés. Bonne journée tout le monde, merci. Merci beaucoup, bonne journée.